des patients non chuteurs qui doivent être autonomes pour les déplacements, ou au moins que quelqu'un les amène, qui est peu ou pas de troubles cognitifs pour qu'ils puissent suivre la séance dans un petit groupe, et puis que toutes les autres contre-indications aient été éliminées. Donc les patients font une organisation des séances assez type, avec 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de pleine activité, 20 minutes d'activité intense et 10 minutes de retour au calme. Notre amie Naoko Udo au Japon, elle a organisé des séances qui sont strictement organisées sur 36 ou 37 minutes, avec une musique toujours la même, et le patient est conditionné à répéter toujours les mêmes mouvements en même temps qu'il suit la musique, et il le refait. Donc elle les voit pas souvent pour des raisons géographiques, elle passe de lieu en lieu, et les patients, pendant les 3 semaines ou le mois où elle est pas là, répètent de façon très stricte tous les exercices qu'ils ont appris pendant les séances. Nous, on est un peu moins rigoureux, mais on essaie quand même de respecter un timing assez organisé, des exercices qui se ressemblent néanmoins, avec donc un temps sur le rachis de 20 minutes, puis un autre temps qui est plutôt orienté sur les membres inférieurs et la prévention des chutes pendant une vingtaine de minutes, et puis un retour au calme avec assouplissement, respiration. La balnéothérapie, on dit que les patients entrevoient le paradis en piscine parce que la motricité est libérée, et là ils sont obligés de sortir de l'eau, mais c'est un moment où on peut utiliser l'eau comme un moyen de gagner de l'amplitude, de la souplesse, de l'harmonie dans le mouvement. Là aussi, il faut que, à cause de l'hypotension, il faut qu'il y ait une préparation lente dans l'entrée dans l'eau. Il faut pas que les patients entrent dans l'eau chaude très vite parce qu'on fait de l'hypotension dans l'eau chaude. Et puis donc un temps de préparation relativement lent, 20 minutes de pleine activité, et puis une dizaine de minutes où le patient est tranquille et il peut soit nager, soit faire des activités de mouvement libre dans l'eau pour garder l'aspect ludique de la piscine. Et ça donne des petits groupes de 3, 4, jamais plus de 5 patients qui réalisent des exercices en balnéothérapie. Le temps atelier, le 3e jour, on a organisé les séances avec du travail sur l'endurance. Un des grands problèmes, c'est le maintien de l'activité, faire l'exercice quelques fois, faire quelques longueurs en contrôlant bien la marche, c'est possible, mais garder la permanence de la correction, c'est difficile. Donc il y a un travail endurant, un travail aérobie à envisager, et donc c'est réalisé sur cycle ergomètre ou tapis de marche. Et donc les patients passent par atelier, et à d'autres moments ils sont mobilisés. On profite de ce jour pour traiter des aspects très spécifiques du trouble du patient qui ne peuvent pas être pris en charge de manière globale. Et on arrive ainsi à coordonner une prise en charge individuelle et une prise en charge en groupe. Pendant les séances, une surveillance est réalisée. Tension, et on surveille l'essoufflement. C'est pas un problème très important chez les patients parkinsoniens, mais il faut regarder quand même. On respecte les prises médicamenteuses. Le patient s'arrête si c'est l'heure de prise de Sadopa. On regarde les conditions, les contre-indications éventuelles. Il peut y avoir des troubles, maladies de peau ou autres qui contre-indiquent la balnéothérapie, par exemple. Et puis on insiste sur la réhydratation régulière au cours de la séance. En fin de stage, apprentissage du programme thérapeutique d'exercice, chaque patient repart avec un programme spécifique d'exercice qu'il a à pratiquer. Alors soit il continue seul et jusqu'au prochain stage, donc ça fait 2 stages par an, donc tous les 6 mois les patients font un stage et font un programme d'exercice que l'on vérifie à peu près à la partie intermédiaire entre 2 stages. Si on regarde
D'abord, quelle est la population impliquée? Mais c'est pas une étude scientifique, c'est juste on a regardé un peu nos dossiers, nos derniers dossiers, et on s'est rendu compte, alors qu'on ouvrait ces journées à tous les patients, bien que ne venaient à ces stages, alors que des patients qui étaient au stade entre stade 1,5 et 3 de Honeyard. Donc on avait pas de patients en lune de miel et pas de patients fortement évolués, alors qu'on n'avait pas mis aucune contre-indication absolue. Et il s'avère que ces stages portent essentiellement sur les troubles intermédiaires de la maladie de Parkinson. Et si on reprend les études en groupe, on s'aperçoit aussi que toutes les études sont faites sur cette même catégorie de patients. Donc il semblerait que ces stages soient notre expérience personnelle et les études qui ont été faites montrent que ça s'adapte plutôt à ce type de patient. Ah, vous voyez pas trop. Simplement, on voulait regarder quels étaient les indicateurs qui bougeaient. Donc, on avait remarqué que essentiellement, l'UPDRS total bouge, l'UPDRS vie quotidienne ne bouge pas beaucoup, mais il faut dire qu'on leur a pas proposé grand-chose sur l'aspect amélioration de la vie quotidienne. L'UPDRS motricité est sensiblement amélioré. Le score axial, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, était aussi amélioré. Honeyard, ça bouge pas. L'index de Barthel, en général, les patients qui sont à un stade 3 de la maladie de Parkinson sont à 95 ou à 100 au Barthel, donc ça peut pas bouger. Le test Up and Go test s'améliore. L'appui monopodal s'améliore aussi. Pour la rééducation individuelle, comment organiser ça? Là, c'est peut-être pas très lisible. C'est tiré du livre blanc de la maladie de Parkinson, et c'est en fait le programme de rééducation, enfin la manière dont les malades ressentent leur maladie de Parkinson. Ils mettent en premier point les marches, les troubles de la marche et les chutes. La lenteur et les blocages, les troubles de l'écriture, la fatigue, l'élocution, et vient en dernier les tremblements, et tout en dernier les troubles de mémoire. La vision qu'a le malade de sa maladie n'est pas la même que celle du soignant, ni la même que celle de ses aidants, et ni du grand public. Donc très rapidement, pour dire que la micrographie parkinsonienne, il faut pas l'oublier, c'est une demande forte des patients, et on a des solutions. Il y a deux attitudes thérapeutiques possibles. Dans un premier temps, on essaye d'améliorer la motricité de la musculature intrinsèque de la main, où vient se mettre la rigidité qui explique la main d'écrivain du patient. Donc il y a une façon de retrouver à travers l'exercice et à travers un exercice adapté autour de l'écriture, on arrive à retrouver un maniement relativement utile du stylo. Et chez les patients qui sont très figés, on essaye au contraire de reporter l'écriture vers la racine du membre, et ainsi d'augmenter la taille de l'écriture en utilisant une articulation qui a une plus grande amplitude. La lenteur, toutes les études ont montré que les patients parkinsoniens, comme les sujets sains, bénéficiaient de l'entraînement physique, donc il n'y a aucune raison de les en priver, et donc l'entraînement physique est un moyen d'améliorer ce trouble, et le travail sur cycle ergomètre, le travail sur tapis roulant aussi, augmenté progressivement, va jouer sur la vitesse et l'activité des patients, et diminuer la lenteur, qui est quand même une de leurs plaintes principales, et aussi une plainte de leurs aidants. Un des points clés, on a parlé beaucoup du score axial parce que c'est quelque chose de tout à fait important, c'est ce qui reste en fait une fois que le patient a été traité au mieux. Et donc, il y a d'autres troubles, mais il reste un certain nombre de troubles une fois que le patient a été ce qu'on appelle en best on, à la période, au meilleur de son état sous médicaments. Et parmi ce qui reste, il existe un certain nombre de troubles qui sont les troubles axiaux, qui sont constitués d'un certain nombre d'items. Là, j'ai repris, c'est vrai qu'on peut lire les troubles axiaux de différentes façons. Ça, c'est la proposition de Bezzani et Ivagide. Hein. Donc, il y a 6 points dans les troubles axiaux. L'item 18, alors c'est tout de l'UPDRS 3, l'item 18, l'item 22, l'item 27,
la dysarthrie, le 22 la rigidité de la nuque puisqu'on s'occupe des troubles axiaux, le 27 c'est les grosses motor functions, les activités globales dont le test est se lever d'une chaise. L'item 28 c'est la posture, l'item 29 la stabilité, donc les troubles de la stabilité posturale, et l'item 30 la marche. Regardons comment la rééducation peut intervenir sur ces différents points. Alors ça, c'est simplement pour rappeler que ce sont des troubles qui sont peu dopasensibles. Donc étant peu dopasensibles, ils sont fréquemment l'objet d'une prescription. Et donc c'est les patients en fait qui sont adressés en rééducation. L'item 18, paroles, ce n'est pas de ma compétence. Simplement, j'en dirai un tout petit mot pour dire qu'on peut aider nos collègues orthophonistes en préparant les patients par une éducation du souffle et ainsi travailler en collaboration en étant un collaborateur positif de leur action. On sait que les patients présentent essentiellement un trouble, une faiblesse musculaire au niveau des voies aériennes supérieures et un syndrome obstructif qui a été mis en évidence, et donc il faut éviter les forçages mais apprendre aux patients une bonne éducation du souffle. Je n'en dirai pas plus. Je voulais simplement regarder quelque chose d'assez non pas amusant, mais montrer que on se retrouve en différentes professions, et on peut regarder la similitude qu'on observe entre des prises en charge kinésithérapiques et des prises en charge orthophoniques. Par exemple, la LSVT qui va être présentée tout à l'heure par le docteur Ozu, peut être comparée à une technique de rééducation du mouvement exagéré qu'on appelle la big step thérapie. On peut les orthophonistes ont une rééducation de voix projetée, nous on peut avoir une rééducation de mouvement exagéré. On va dans un même système de rééducation, dans une même pensée. De même que on a parlé ce matin des enjambements d'obstacles, eh bien les orthophonistes utilisent les passing boards qui sont des moyens de rythmer la voix. On retrouve des similitudes entre les professions, c'est tout à fait intéressant. L'item rigidité, c'est l'item 22 de l'UPDRS. Alors, quelles sont les voies d'amélioration de la rigidité? Alors en ce moment, on parle beaucoup des vibrations, et il y a tout un appareil de vibration, tout un tas d'appareils de vibration, notamment qui ont été mis en évidence par Dr Haas en Allemagne, et qui semblent montrer une diminution de la rigidité et du tremblement. D'autres études sont plus réservées quant aux résultats. Ça m'a rappelé le fauteuil vibrant de Charcot. Charcot avait remarqué que les patients parkinsoniens étaient améliorés après un voyage en diligence, et il avait fait toute une rééducation en faisant trembler les patients. Et Gilles de la Tourette lui avait inventé un casque qui faisait trembler la tête des patients parkinsoniens. Il dit peut-être qu'on redécouvre ces techniques de la fin du 19e siècle. Peut-être ça demande en tout cas, il y a un aspect mode autour de la vibration. Ça demande à être confirmé sur le plan scientifique. Ce qu'on sait, c'est que la recherche de la souplesse axiale a un effet sur la rigidité, et c'est l'objet d'ailleurs d'un PHRC, d'un programme hospitalier de recherche clinique qui est dirigé par le professeur Jean-Michel Graciès à Créteil. On est en train de montrer que l'augmentation de la force musculaire a une action sur la rigidité, et de plus en plus on revient vers des fondamentaux de la rééducation qui est le renforcement musculaire. On était parti très très haut dans la cognition, et de temps en temps il faut revenir sur des choses plus élémentaires, ce qui ne retire rien à l'intérêt, à l'efficacité des rééducations cognitives, bien au contraire, mais il faut aussi que l'outil soit capable de fonctionner, l'outil musculaire soit capable de fonctionner. Autre élément des syndromes axiaux, c'est les activités globales. C'est mis en évidence par le test de se lever d'une chaise.
Et on va voir un certain nombre de troubles qui sont liés à la maladie de Parkinson, hein. On a d'une part les difficultés de se lever d'une chaise peuvent être liées aux troubles orthopédiques. Les patients ont des raideurs, des difficultés motrices, une faiblesse